ce sujet? Vous n'avez jamais personne dans la vie, Monsieur Pujadas, se fait tout bien et tout juste. Ça serait beaucoup d'arrogance de dire ça. Mais essayez de faire croire, comme l'a fait Bruno Le Maire à l'instant, et comme l'ont fait certains responsables politiques dans la journée, qu'il y aurait un lien en quelque sorte entre le drame qui s'est déroulé et les prises de position politiques de la France insoumise, ça me paraît particulièrement infamant et mal à propos. Et moi, j'ai pas envie de rentrer sur ce sujet dans une forme de polémique politicienne. Oui, mais la question qui nous est posée, attendez, laissez-moi vous faites comme si les critiques étaient illégitimes. Elles le sont sur ce Quand sujet. Jean-Luc Mélenchon, parlant de Jérôme Guedj, avec qui il est indifférent politique sur la question de Gaza et de ce qui se passe à Gaza, il est retenu par la laisse responsable de ses viol d'une adhésions. jeune femme de 12 ans. C'est vraiment ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Vous comprenez le caractère infamant de la question que vous me posez? C'est trop facile. Non, c'est vous ce que vous faites. Parce que c'est la 50e fois, vous le savez bien, que ces questions vous sont adressées et que ces questionnements sont faits. Mais c'est pas. Je vous cite la phrase de Jean-Luc Mélenchon qui n'a rien à voir avec la fillette. La laisse de ses adhésions en parlant à Jérôme Guedj, c'est-à-dire un élu de confession juive. Mais ça n'a rien à voir. Il parlait de sa participation au Parti socialiste. Enfin, franchement, ne venez pas, s'il vous plaît, faire des parallèles entre de la polémique politique qui existe parfois dans une campagne électorale et ce qui s'est passé aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de phrase ambiguë dans votre camp. Laissez-moi juste peut-être vous dire, il me semble que c'est ça qui serait important dans notre discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire en sorte que ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduise pas? Et dans le programme du nouveau Front Populaire, dont je suis aujourd'hui en quelque sorte l'un des représentants, pas le seul, c'est une coalition avec plusieurs formations politiques, nous avons par exemple inscrit la nécessité d'un grand plan pluriannuel qui implique l'ensemble des ministères pour lutter contre l'antisémitisme, pour lutter contre le racisme, pour lutter contre l'islamophobie, pour faire en sorte que demain, dans notre pays, on ne puisse pas être pointé du doigt, discriminé en fonction de sa confession religieuse. Et vous voyez même cette manière de aussitôt l'inclure dans un ensemble de sujets dont chacun est très important. Vous pensez qu'il y a des discriminations pas importantes, Monsieur Pujadas? Je ne suis pas en train de dire que l'une est moins importante que l'autre. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que c'est le sujet des discriminations, l'antisémitisme? Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Et si la colère du peuple français avait enfin un livre? Résistance, le combat pour une nouvelle France décrypte les médias, les élites, la crise sociale et le réveil citoyen. Disponible maintenant à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Le lien est en description. Là, c'est un sujet manifestement d'un acte qui est un viol et qui s'accompagne d'un motif antisémite. Donc, on n'est pas sur une discrimination, vous en conviendrez. D'une discrimination? Quand c'est un viol, on parle d'un viol. Bien, enfin, pardon, si c'est antisémite, c'est qu'on considère que la victime est une victime en particulier en raison de sa confession religieuse. Vous en êtes d'accord? Oui, vous voyez bien que le mot discrimination, ce qui peut avoir de... Non, je ne le vois pas, hormis quand on cherche à créer des polémiques là où il n'y en a aucun dans mon propos. Non, bon. je ne crois pas avoir euphémisé l'horreur des actes qui ont été, de cet acte qui a été commis. Je crois que je l'ai dénoncé avec la plus grande fermeté et que j'ai essayé de vous dire qu'est-ce que nous pourrions faire en tant que responsables politiques pour essayer de faire en sorte que ce type d'acte horrible, malheureusement, ne puisse pas se reproduire. Voilà. Bien. Chapitre économique, François Langlais nous rejoint. Rebonsoir François. Vous avez 15 minutes face à Manuel Bompard. Alors pour financer votre programme, vous prévoyez toute une série d'impôts supplémentaires dès cet été. C'est d'ailleurs une loi qui s'appelle la loi du 4 août. C'est une référence au 4 août 1789, j'imagine, l'abolition des privilèges. Vous ne voulez pas aller jusqu'à la terreur de 1793 ? Oh là, vous commencez fort, monsieur Langlais. D'abord, je veux dire, contrairement à ce que j'ai entendu sur des plateaux de télévision depuis maintenant plusieurs jours, que pour financer le programme que nous voulons mettre en place, nous ne proposons pas d'augmenter les impôts. Parce que je sais bien comment... Attendez, laissez-moi terminer, parce que si vous m'avez posé une question, j'imagine que c'est que parce que vous souhaitez que je puisse y répondre. Je précise ma question, c'était juste une entrée en matière, pardonnez-moi. Impôt sur le revenu, triplement de l'ISF, CSG progressive, impôt sur les successions... Éric Coquerel, qui est membre de votre parti, président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale, des finances, parle de plusieurs dizaines de milliards. Les experts évaluent à 50 milliards. C'est un chiffre que vous confirmez? 50 milliards d'impôts supplémentaires dès cet été? Je vous réponds en toute transparence, monsieur Langlais. Nous sommes en train de boucler le chiffrage du programme. Il sera présenté dans les tout prochains jours, sans doute ce vendredi.
Donc vous verrez le détail précis. Mais ce que je voulais préciser dans votre question, c'est que je sais comment dans le débat public, on essaye en quelque sorte de faire croire que ces hausses d'impôts, elles frapperaient l'ensemble de la population en quelque sorte de manière indistincte. Or, précisément, la logique économique qui sous-tend à ce programme, c'est de considérer qu'il y a une catégorie, une partie de la population aujourd'hui qui bénéficie de ressources, de revenus, de patrimoine qui sont des patrimoines extraordinairement importants et qui ont évolué de manière extraordinairement importante ces dernières années, et que c'est sur eux qu'il faut concentrer l'effort fiscal. Quand on parle de rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, je pense que les gens qui nous écoutent, il y en a peu qui vont payer demain, s'il y a un gouvernement du nouveau Front populaire à Matignon, il y en a peu qui vont payer plus d'impôts. Quand je vous parle d'une réforme de l'impôt sur le revenu, Monsieur Langlais, c'est une réforme qui comprend 14 tranches, c'est pour faire en sorte que l'impôt soit davantage progressif. Et les simulations que nous avons faites, c'est que cette réforme conduirait à ce que 92% des Français paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui. Tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros. 8%. C'est à peu près 4 000 euros pour une personne célibataire seule. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même. Ne dites pas que vous ne frapperez que les riches, parce que vous allez par exemple soumettre aux charges sociales les heures supplémentaires, l'épargne salariale, la participation. C'est écrit noir sur blanc sur votre programme. Pardonnez-moi, mais la plupart des gens qui bénéficient de ces dispositifs ne gagnent pas 4 000 euros. Ils vont payer plus. Vous parlez aussi d'augmenter les cotisations vieillesse chaque année pendant 5 ans. Pareil, ça concerne tous les Français. Vous voulez aussi supprimer des niches fiscales polluantes. Honorable objectif. Enfin, il y a celles qui profitent aux agriculteurs, c'est le gazole non routier. Les agriculteurs qui gagnent 4 000 euros, il n'y en a pas beaucoup. Pardonnez-moi, mais Front populaire, voilà. C'est la France entière qui va payer plus d'impôts. Précisément, j'étais en train de vous faire la démonstration inverse et je vais vous répondre aux objections que vous venez de m'apporter à cet instant. Tous les points que j'ai cités sont dans votre programme. J'entends bien, François Langlais, mais on est d'accord. Vous admettez l'idée que quand vous prenez un programme, vous le prenez dans sa globalité. Vous ne prenez pas les mesures les unes par rapport aux autres. Je donne juste un exemple par rapport à votre objection quand vous dites on ne frappe que les plus riches. Moi, je réponds. Non. Moi, je suis en train de répondre précisément à votre objection. Par exemple, quand vous me dites vous allez réduire les exonérations de cotisations sur les heures supplémentaires, c'est vrai. Les supprimer. Oui, c'est vrai. Oui. Mais dans le même temps, dans le programme, nous allons faire en sorte d'augmenter les salaires, en augmentant le SMIC, en indexant les salaires sur l'inflation. Et donc des Français qui aujourd'hui sont obligés de faire des heures supplémentaires parce que leur salaire ne leur permet tout simplement pas de vivre décemment au vu du coût de la vie, n'en auront plus besoin. Vous voyez, il faut prendre le programme dans sa globalité, pas isoler les mesures les unes par rapport aux autres. Quand même, je vous dis que l'essentiel de la charge économique de ce programme, elle reposera sur la petite minorité qui, ces dernières années, excusez-moi de vous le dire, s'en est mis plein les poches. Et ça, je pense que les chiffres le démontre. Record de versement des dividendes l'année dernière, autour de 100 milliards d'euros. On n'est pas tout à fait sur le même augmentation sujet, là, extraordinaire là, pour le coup, des fortunes des milliardaires. Une minorité, vous le disiez, parmi nos téléspectateurs, gens qui perçoivent des dividendes, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Et donc, j'étais précisément en train de vous dire que c'est sur eux que l'essentiel de la charge, effectivement, devra peser, pas pour les sanctionner, mais tout simplement parce que quand on a davantage de ressources que d'autres, il est normal qu'on participe davantage que d'autres à la solidarité nationale. Vous n'avez pas peur de tuer la bête? Parce que la dernière fois qu'on a mis 30 milliards d'impôts sur la France un été, c'était en 2012, après l'élection de François Hollande. Résultat, croissance zéro pendant 3 ans. Pas zéro, mais très faible en tout cas. Vous avez l'impression que la politique économique qui a été mise en place... C'est pas mon sujet. Moi, c'est mon sujet. On parle des années qui viennent, pas de celles qui sont derrière nous. Oui, mais on peut quand même regarder ce qui a été fait dans les années précédentes et essayer d'en tirer un bilan. Moi, je pense aujourd'hui, effectivement, d'abord qu'on est confronté à une difficulté sociale qui est majeure. On a subi une crise inflationniste qui est extrêmement importante et ça a des conséquences dans la vie quotidienne de millions de gens dans ce pays. Il y a à peu près 40% des gens qui ont renoncé à un achat parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers pour pouvoir le faire. Et donc, j'assume de dire qu'en arrivant au pouvoir dans quelques semaines, la première chose à faire, c'est de redonner de l'oxygène en matière de pouvoir d'achat. Voilà. Et ça, je pense que beaucoup de gens considèrent aujourd'hui que la politique économique qui a été mise en place, elle ne leur permet tout simplement pas de vivre face à des difficultés sociales qui sont extrêmement importantes. Monsieur Bompard, vous m'accorderez que pour redistribuer, il faut d'abord produire. C'est-à-dire augmenter le pouvoir d'achat, on est tous d'accord, à la fois par l'emploi, par les salaires, bien sûr. Mais il faut produire, il faut faire des choses. Moi, monsieur... Vous vous attachez simplement
à taxer et à redistribuer. On connaît la méthode et ses résultats, pardonnez-moi. À chaque fois qu'on a fait ça, M. Bompard, je précise ma question encore une fois. Précisez-la. C'est pas tout à fait une question, c'est un point de vue, mais allez-y. Oui, enfin, qui suscite le débat. Quel que soit le pays qu'on regarde, quelle que soit l'époque qu'on considère, les expériences comme celles que vous vous apprêtez à mettre en œuvre, si on vous fait confiance, se traduisent toujours par les mêmes phénomènes. Les plus riches, ceux qui peuvent bouger, ils s'en vont. Et ceux qui ne peuvent pas, l'essentiel des gens, les classes moyennes, ils se réfugient dans le travail au noir. Ça veut dire qu'une France sans entrepreneurs, sans chanteurs, sans acteurs, et une classe moyenne... Vous ne pouvez pas dire ça. Excusez-moi de vous le dire, mais vous ne pouvez pas dire ça. Quand on a décidé, après l'arrivée au pouvoir de François Hollande, c'était en 2012 par exemple, d'introduire une taxation... Attendez, des centaines de départs. Laissez-moi terminer juste une phrase, si vous voulez bien. Quand on a décidé par exemple d'introduire ou d'augmenter la taxation des dividendes, ça s'est traduit avec un impact qui était un impact positif sur l'économie, Monsieur Langlais. Je suis désolé de vous le dire. Si la croissance zéro, c'est positif, ce que vous ne comprenez pas, de mon point de vue, ou en tout cas la logique économique que vous défendez ne me paraît pas raisonnable, parce que vous n'acceptez pas l'idée que ce qui tire aujourd'hui l'économie du pays, ou ce qui devrait tirer l'économie du pays, c'est la consommation populaire. Et que si vous voulez tirer 50% du PIB de la France dépend de la consommation populaire. Vous le savez comme moi. Or, aujourd'hui, ce qui handicape la consommation populaire, c'est tout simplement le fait que les Français n'ont plus suffisamment d'argent pour pouvoir consommer, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se soigner, pour aller profiter de quelques loisirs. Et donc, je dis que le programme économique que nous défendons, c'est, contrairement à ce que vous dites, le meilleur programme, par exemple, pour les petites et les moyennes entreprises. C'est le meilleur programme pour les artisans, parce qu'ils ont besoin de carnet de commandes pour que leur activité économique puisse fonctionner. Et que quand vous redistribuez, écoutez-moi 2 secondes, quand vous redistribuez de l'argent qui aujourd'hui est positionné sur des comptes bancaires parce qu'il est attribué à des gens qui ont beaucoup de moyens et qui épargnent, quand vous le redistribuez vers ceux qui n'ont pas d'autre choix que de consommer parce qu'ils ont besoin de consommer, vous entretenez l'activité économique au lieu de la contracter. Et je dis que c'est les choix économiques de ce gouvernement depuis des années et des années qui nous ont mis dans cette situation difficile. On vous a entendu. Vous proposez aussi le blocage des prix. Vous voulez bloquer le prix des produits de première nécessité, l'alimentation ou les produits de santé. Si vous contraignez un producteur de médicaments ou de pâtes alimentaires à vendre moins cher qu'il ne souhaite, à vendre sans faire de marge, qui couvre ses frais... Oh là, il y a de la marge. Monsieur Bompard, il va tout simplement s'arrêter de produire. Le blocage des prix, c'est la garantie de voir arriver les pénuries. Alors, on en a l'exemple patent avec les médicaments. Le prix est évidemment bloqué pour des raisons de sécurité sociale, le remboursement, etc. Résultat, pénurie d'amoxicilline parce que les industriels ne veulent plus servir la France. Franchement, Monsieur Langlais, alors, si vous voulez, on prend 2 minutes la question des médicaments. Si aujourd'hui on n'est pas en capacité de garantir notre souveraineté sanitaire en France, c'est parce qu'on a laissé partir à l'autre bout du monde les usines de fabrication des médicaments, qu'on est dépendant, que 80% des principes actifs des médicaments... Je réponds à ce point-là, puisque vous venez d'évoquer cet argument-là des médicaments, et vous essayez de faire croire que c'est la question de la fixation du prix qui est responsable des pénuries de médicaments. Eh bien, je vous dis, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui est responsable aujourd'hui des pénuries de médicaments, c'est qu'on est dépendant de marchés internationaux, qu'on a exporté, qu'on a laissé délocaliser nos productions, nos capacités de production de médicaments, notamment en Asie, où se produisent aujourd'hui l'essentiel des principes actifs des médicaments, et c'est pour ça qu'on n'arrive plus à s'approvisionner sur le sujet. Je mets de côté la question des médicaments. Exemple, la Révolution, la période que vous aimez, on bloque le prix du pain. Mais franchement, les boulangers ne produisent vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à la Révolution. Est-ce que vous savez qu'il y a des mesures de blocage des prix qui s'appliquent aujourd'hui en France à l'île de la Réunion? Il n'y a pas de pénurie. Et il y en a eu en France jusqu'en 1986. Est-ce que vous savez qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire des mesures de blocage des prix sur le gel hydroalcoolique? Il n'y a pas eu de pénurie. Donc ne dites pas ça. Ce sont des mesures, les mesures de blocage des prix qui sont des mesures temporaires, exceptionnelles, mais elles le sont nécessairement, puisque le code du commerce, qui permet de le faire, ne le prévoit que dans un cadre temporaire. Et elle vise à redonner immédiatement de l'oxygène, c'est-à-dire de ramener les prix au niveau auquel ils étaient avant le choc inflationniste que nous avons connu depuis 2 ans. Mais si les entreprises elles-mêmes achètent les matières premières plus chères... Je vous dis qu'il n'y a pas une seule entreprise qui, pour
une mesure temporaire qui va durer 3 mois, 4 mois, 6 mois. Pas plus que ça. Forcément, c'est temporaire avant qu'il y ait des mesures structurelles qui puissent prendre le dessus. Il n'y a pas une seule entreprise, et vous le savez comme moi, qui va complètement réorganiser ses chaînes de production face à une mesure temporaire. Pour 3 mois, non, mais je vois pas non plus le bénéfice pour le consommateur, pardonnez-moi. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup de consommateurs qui verront immédiatement l'impact sur leur porte-monnaie. Et au bout de 3 mois, on revient comme avant. Attendez, je ne suis pas en train de vous dire ça, je suis en train de vous dire que ce sont des mesures temporaires et qu'ensuite il y a des mesures structurelles qui prennent le dessus. Parce que c'est le deuxième non-dit de votre remarque, François Langlais. Vous faites croire en quelque sorte que bloquer les prix, c'est pousser les entreprises aujourd'hui à vendre à perte. Mais pardonnez-moi, vous faites abstraction d'une chose décisive, c'est que depuis 2 ans, les marges des entreprises de l'agroalimentaire ont augmenté de 70%, que les marges des entreprises... Si, 70%. Mais c'est vrai que certaines ont augmenté. Vous faites abstraction du fait que les marges des entreprises de l'énergie ont augmenté sans doute de 30% à peu près. Mais pour ça, monsieur Bompard, il y a un instrument classique, c'est l'impôt sur les bénéfices. Eh bien non, monsieur, parce qu'il y a des marges indues qui ont été réalisées. Et donc je vous dis qu'aujourd'hui, si vous bloquez les prix, c'est pas sur la capacité à ne pas vendre à perte que vous allez vous attaquer, c'est tout simplement que vous allez contracter les marges extraordinaires qui sont réalisées par ces entreprises depuis plusieurs mois et plusieurs années. Et ensuite, il faut des mesures structurelles. Les mesures structurelles, c'est des mesures d'encadrement des marges. Elles sont indispensables aujourd'hui. Comment vous pouvez expliquer aux gens une chose très simple, c'est que en 2 ans, les prix de l'alimentation ont augmenté de à peu près 20%, un peu plus de 20%. Les prix payés aux agriculteurs ont baissé de 10%. Il y a un problème quelque part. Le problème, il est simple. Au milieu, vous avez les marges de l'industrie agroalimentaire qui ont augmenté de 70%. Vous pouvez considérer ça normal, si vous voulez, monsieur Langlais, mais pas moi. Et donc, on propose un certain nombre de mesures politiques pour essayer de résoudre ce problème. Dans cette interrogation, je pense que le traitement par l'impôt est le meilleur. Je passe à un autre sujet qui est intéressant. Vous voulez, parce que vous êtes très créatif en matière d'impôt, créer une taxe kilométrique sur les produits importés. Alors, on imagine que ça serait en fonction de la distance du pays d'origine, mais comment vous faites pour taxer ça, par exemple? Il y a là-dedans des composants qui viennent de Corée, d'Allemagne, de Taïwan, du Japon. C'est fabriqué en Chine ou en Inde par une entreprise taïwanaise qui appartient à un groupe américain. Vous allez faire le barycentre géographique de tout ça? Je ne vais pas faire le barycentre géographique, mais il y a bien un endroit où ce téléphone est assemblé, monsieur. Alors c'est l'assemblage. Donc tous les téléphones vont coûter plus cher avec vous, c'est ça? Mais monsieur... Parce qu'ils sont tous faits en Chine. Hein. Attendez, que les choses soient claires. Une taxe kilométrique, c'est une mesure protectionniste qui a un double enjeu. Un enjeu en matière écologique et un enjeu en matière sociale. On a besoin... En matière sociale, vous renchérissez les prix, pardonnez-moi. Non, on va favoriser les productions. Alors peut-être pas sur les téléphones, parce qu'on a des capacités de production. Non, on n'est peut-être pas sur les téléphones, même si on en a. Sans doute pas suffisamment. Si, il y a des mobiles produits en France. Il n'y en a pas suffisamment, sans doute. Oui. Mais sur beaucoup d'autres produits, en tout cas, vous allez favoriser les productions qui sont les productions locales. Excusez-moi, je croyais qu'après la crise sanitaire, tous les responsables politiques disaient désormais le sujet, c'est la souveraineté industrielle de la France, c'est la souveraineté industrielle à l'échelle de l'Europe. Si à un moment vous voulez faire en sorte que effectivement on ne perde pas, on parlait des médicaments tout à l'heure, toutes nos capacités industrielles, toutes nos capacités de production, il va bien falloir protéger l'économie française ou l'économie européenne d'une concurrence qui est une concurrence déloyale. Hormis à m'expliquer qu'en quelque sorte, on sera concurrentiel sur le marché mondial à partir du moment où on aura aligné nos standards sociaux sur les standards sociaux de Chine ou du Bangladesh, ou nos standards écologiques sur les standards écologiques de Chine ou du Bangladesh. Et je ne pense pas que c'est ce que vous proposez. Donc à partir de ce moment-là, il faut bien qu'il y ait des mesures de protection qui nous permettent de garantir des mesures et un modèle social qui est avantageux pour les travailleurs français, qui nous permettent de garantir qu'il y ait des réglementations écologiques qui sont avantageuses pour notre lutte contre l'environnement, et qui en même temps nous permettent de ne pas être soumis à une concurrence totalement déloyale. Un gong chinois, justement. Il faut savoir où il est fabriqué. Merci, merci François. C'est au tour de vous, Pierre Servant, de venir vous interroger, Manuel Bompard, sur les questions internationales. Installez-vous, Pierre, vous aussi. Vous avez 15 minutes face à Manuel Bompard, et je crois que vous vouliez commencer sur la Russie. Bonjour. Manuel Bompard, bonsoir. Je voudrais m'excuser par avance parce que je pense que vous n'avez pas du tout apprécié mes questions, parce que c'est bien d'en être conscient. Je vous ai observé depuis longtemps, j'ai re-regardé des interventions que vous avez faites, des déclarations. Il y a 2 sujets qui vous font
comment dirais-je, rougir et on sent qu'il y a des poussées de, comment dirais-je, d'adrénaline. Non, mais il y a pas de, on peut tout à fait rougir sans être en colère, etc. Mais il y a deux sujets. La relation entre la France insoumise et, je dirais, le système poutinien, et par ailleurs le Hamas. Donc on va aborder les deux choses. Alors, pour préparer cette émission, je me suis plongé dans les déclarations, puisque derrière vous, il y a un candidat député Rassemblement National qui arrive, donc j'ai travaillé les deux par rapport à la Russie. Et pour tout vous dire, au bout d'un moment, il y avait tellement de désordre sur mon bureau que je ne savais plus à qui attribuer la déclaration sur la Russie, à un tel ou à un tel, tellement il y avait, à mon sens, une convergence de vision entre la droite extrême, du désordre, ça, la gauche extrême. Je reconnais, c'est un désordre de ma part, et comme je n'ai pas tout marqué, voilà. Je vous propose de regarder juste un exemple, mais parmi de très nombreux exemples, sur les déclarations faites par la France Insoumise et le Front National à l'époque, quand le président Hollande a décidé donc de suspendre la livraison de 2 bâtiments de guerre à la Russie. C'était les Mistral. Les Mistral, de type Mistral, c'était des bâtiments de projection et de commandement. Et donc, regardez la déclaration. On va la lire. L'officialisation hier de la non-livraison des navires Mistral à la Russie constitue une faute lourde de François Hollande qui porte gravement atteinte à la crédibilité même de la France. Alors regardons la déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes en 2015, après l'annexion de la Crimée et l'invasion de en décidant, je la lis, avant l'attaque de Vladimir Poutine sur l'Ukraine. Je la lis. En décidant de renoncer à la livraison des navires acquis par la Russie, François Hollande commet une trahison insupportable qui dévalorise totalement la parole donnée par notre pays. Ce sont des déclarations d'août 2015 et l'attaque de l'Ukraine et du Donbass, c'est 2014. Donc on est... Le déclenchement de la guerre en Ukraine, c'est 2022. Non, la seconde. Pour que les gens qui nous écoutent quand même aient quelques références historiques. Deuxième, si vous voulez... La guerre qui est en cours aujourd'hui. Tout à fait, mais il y a 2 attaques, il y en a une assez lourde. Allez-y, posez-moi votre question. La conquête de la Crimée. Donc, ma question est assez simple, puisque j'ai eu du mal en regardant ces déclarations et bien d'autres, à savoir, mais finalement, à qui appartient cette déclaration qui manifeste, à tout le moins vis-à-vis du régime poutinien, certaine tendresse, ou en tout cas un manque de condamnation par rapport à un régime despotique depuis longtemps, assassinat des opposants, mise en prison des opposants, donc un régime avec une dérive très forte. Ma question est très simple, est-ce que quelque part ça vous gêne de vous retrouver sur des positions finalement assez proches de l'extrême gauche par rapport au système poutinien? Là, je pense que vous vouliez dire l'extrême droite, mais je fais l'extrême droite, pardon, vous aviez raison. Il y avait un peu de bordel sur votre bureau, j'essaye de préciser aussi votre question. Monsieur, vous auriez pu rajouter des images ou d'autres déclarations. Par exemple, vous auriez pu rajouter l'image de Emmanuel Macron qui accueille Vladimir Poutine à l'Élysée. C'était aussi après 2015, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait, mais juste sur ce point-là, il y a une différence, si vous voulez. La France reconnaît des États, pas les gouvernements. Et donc le président Macron en 2017, par exemple, il dénonce les ingérences russes avec Poutine à côté. Donc il y a une différence juste. Il l'accueille à l'Élysée, il n'est pas obligé de le faire. Vous êtes d'accord? Mais d'État à État, ce n'est pas anormal, si vous voulez, que mais ça, c'est deux pays membres permanents du Conseil de sécurité, d'État à État, sur ça. En revanche, ça, c'est votre point de vue. Tout à fait. Je veux bien juste répondre à votre question, si vous voulez bien. Après, mais ou alors c'est vous qui parlez, vous me dites. Mais il récuse la comparaison. Oui, j'ai compris. Les 2 partis politiques qui montrent vis-à-vis du régime poutinien une certaine tendresse, là ça pose un problème. Et juste ma question, je termine. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça dit de votre parti? Je dirais cette espèce de tendresse vis-à-vis du système poutinien. Monsieur, il n'y a aucune tendresse vis-à-vis du système poutinien. Je vais vous dire, on sort d'une campagne des élections européennes. Il y a une seule formation politique qui a invité à l'un de ses meetings des opposants à Vladimir Poutine, c'est la France Insoumise. Des gens qui, en Russie, ont dû partir parce qu'ils étaient menacés d'être mis en prison parce que ce sont des opposants à la guerre. Vous voyez? Donc, moi, mes amis en Russie, monsieur, pour que les choses soient claires, mes amis en Russie, ils ne sont pas du côté de Vladimir Poutine. Mes amis en Russie, ils sont poursuivis par Vladimir Poutine, ils sont menacés d'être mis en prison. Ce sont des gens qui se battent pour changer le modèle économique en Russie, ce sont des gens qui se battent contre la guerre. Donc ça, c'est mes amis à moi. Donc vous êtes en train de me comparer, si vous voulez, avec une formation politique, le Rassemblement National, qui, eux, par contre, ont réussi, par exemple, à obtenir des prêts auprès de banques qui sont des banques proches du régime russe. Donc votre comparaison, excusez-moi de vous le dire, elle n'a aucun effet. Je vous donnais tout à l'heure,
pour plaisanter un peu, je vous disais que vous auriez pu aussi mettre la photo d'Emmanuel Macron. Mais il y a beaucoup de responsables politiques qui, dans ces années-là, disaient attention. Il faut qu'on fasse attention de ne pas donner l'impression, en quelque sorte, de participer à une stratégie de l'escalade qui va se traduire par la guerre. Il y en a beaucoup qui disaient ça à ce moment-là. C'est un peu ce que vous dites. Et puis ensuite, il y a eu un moment dans l'aide à l'Ukraine. Attendez, laissez-moi terminer. Ensuite, il y a eu un moment de rupture. Il y a eu un moment de rupture parce que la Russie a posé un acte. Elle a dépassé, elle a franchi une frontière, elle a violé le droit international. Et le premier responsable politique, je me rappelle très bien, j'étais avec lui, nous étions, c'était pendant la campagne présidentielle de 2022, nous étions en train d'aller à La Réunion. C'était au beau milieu de la nuit. Le premier responsable politique qui a condamné l'agression de Vladimir Poutine en Ukraine, c'était Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez ? Donc, nous n'avons eu aucune ambiguïté sur ce sujet. Nos amis en Russie, ce ne sont pas ceux qui sont avec M. Poutine. Nos amis en Russie, ils luttent contre M. Poutine. Alors, voilà. Et notre position, elle est simple, elle est claire sur ce sujet. Ça ne sert à rien d'essayer de faire croire qu'en quelque sorte, nous aurions quelque forme de complicité que ce soit avec Vladimir Poutine. Je savais que c'était un sujet qui allait... Ah ben, je ne suis pas du tout énervé, je vous réponds très simplement. Non, mais c'est tout à fait légitime. Rétrospectivement, vous vous dites, quand on voit la déclaration de Jean-Luc Mélenchon sur le fait de parler de trahison, sur la non-livraison de ces bâtiments, si vous voulez, s'ils avaient été livrés, ils auraient participé aux frappes contre la population ukrainienne, ou alors ils auraient été coulés, puisque vous avez remarqué que l'Ukraine coule beaucoup de bâtiments russes. Rétrospectivement, est-ce que vous vous dites, vous qui êtes très proche de Jean-Luc Mélenchon, vous avez été son directeur de campagne, vous dites, là, il aurait mieux fait de se mettre un poids sur la bouche. Si vous voulez qu'on réponde à des questions rétrospectives, mais c'est important. Est-ce que la France a continué à livrer des armes à la Russie après ces déclarations-là que vous êtes en train d'évoquer? Mais c'est vous qui êtes notre invité. Ah oui, mais d'accord, voilà. Mais vous voyez, à un moment, il faut chercher à avoir un petit peu de cohérence. Il y a beaucoup de gens qui, tant que les relations n'avaient pas été coupées entre la France et la Russie, considéraient qu'il y avait des contrats d'armement qui avaient été passés et qu'il fallait les honorer. Vous n'estimez pas que la déclaration de Jean-Luc Mélenchon était une erreur politique majeure qui aurait pu avoir des conséquences très graves? Je pense qu'elle correspondait à un contexte et qu'il y a eu un moment de rupture. Et ce moment de rupture, ça a été le déclenchement par Vladimir Poutine de la guerre en Ukraine. Et qu'à partir de ce moment-là, nous avons une condamnation très claire de cette agression inacceptable, de la violation du droit international. Et nous avons exprimé à plusieurs reprises notre devoir de solidarité avec la population ukrainienne. François Hollande n'a pas eu la bonne décision en annulant la vente de ces... Mais moi, je ne vais pas commenter, si vous voulez, des décisions de François Hollande d'il y a 10 ans. Parce que si vous le retrouvez au Parlement demain, vous pourrez peut-être évoquer le sujet avec ça, vous lui poserez la question. Autre vous lui poserez la question à lui. Qui fâche le Hamas. Ça ne me fâche pas, hein, moi. Non, mais enfin, je me souviens, après le pogrom à caractère génocidaire du 7 octobre du Hamas, de vos contorsions. J'ai l'impression, si vous voulez, que vous étiez une personne qui était en train de faire du patinage. Donc, dans le patinage, il y a les figures imposées et après les figures... Et après, on parlera de vos contorsions aussi. Figure imposée qui était de dire le Hamas, c'est un mouvement terroriste. C'était d'une difficulté, là pour le coup, on vous sentait gêné. Et puis les figures libres sur le gouvernement Netanyahou est effroyable. Alors là, on voyait même physiquement que vous étiez... moi, j'ai eu précisément l'impression que vous faisiez exactement la symétrie inverse, vous voyez ? Donc, si vous voulez, on peut discuter de ça aussi. Une question très concrète. Vous, de manière générale. Mais une question très concrète sur le Hamas. Je suis allé regarder le programme donc, du nouveau Front populaire sur le Hamas. C'est intéressant puisqu'il est reconnu qu'il y a eu, le 7 octobre, une attaque terroriste. Oui. Et donc, la logique derrière eût été de se dire, s'il y a une attaque terroriste qui a été conduite, le mouvement qui l'a conduit est un mouvement terroriste. Et pas du tout. J'ai découvert que vous et vos alliés, mais on me dit que... C'est très intéressant comme discussion. Ça va vraiment changer la vie des gens, je pense qu'ils nous écoutent. Hein. Mais vous avez écouté, peut-être que ça vous gêne. Non, mais ça ne me gêne pas. Mais ce qui est important, ça me gêne pas, mais je d'avoir posé des questions et je vous réponds. Qui vous êtes. Et donc, vous qualifiez le Hamas de mouvement théocratique, ce qu'on peut dire d'Al-Qaïda, de Daesh, etc. Et pas de mouvement terroriste. Mais nous avons parlé de mouvement théocratique et nous avons parlé de massacre terroriste dans le programme que vous êtes en train de citer. Donc ne cherchez pas à essayer de faire croire qu'il y aurait quelque forme. Chaque fois que vous êtes pointé. Mais je ne suis pas pointé, monsieur. Pas vous personnellement. Je ne suis pas pointé, mais vous êtes en train. De votre mais il n'y a aucune ambiguïté. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que les attaques du 7 octobre sont des massacres terroristes qui sont
horribles, qui sont ignobles et qu'il fallait condamner avec toutes ses forces, ce que j'ai fait et ce que je refais à cet instant. Écoutez. Voilà, maintenant vous pouvez, si vous voulez, essayer de venir discuter les mots, les phrases, mais est-ce qu'il y a une forme, est-ce que vous avez l'impression que je légitime, que je donne l'impression que ce n'est pas très grave ce qui s'est passé le 7 octobre quand je suis en train d'utiliser les mots et les expressions que j'utilise. C'est un peu l'impression que la France insoumise si vous avez cette impression, vous vous trompez, monsieur. Parce que ma condamnation, elle est totale. Voilà. Et ma condamnation, elle est totale. Maintenant, la question qui devrait nous être posée, parce que pardonnez-moi, on est quand même en train de discuter de savoir qu'est-ce qu'on s'apprête à faire dans ce pays dans 15 jours si un gouvernement du Front Populaire gouverne le pays. Quelque chose aussi, la façon dont oui, vous mais regardez attendez, la question c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire demain? Or, là, vous êtes en train de m'interroger sur la caractérisation des actes du 7 octobre. Moi, ce que je vais vous dire, c'est que demain, la France doit faire beaucoup plus qu'elle ne fait aujourd'hui pour mettre un terme aux massacres qui sont en cours aujourd'hui à Gaza. En Ukraine. D'accord. Et en Ukraine aussi. Voilà. Mais en Ukraine aussi, mais on était passé à un autre sujet, monsieur Piat. Il y a peut-être un sujet qui ne vous intéresse pas. Il y a peut-être que la question de l'Ukraine dont on peut parler. On peut aussi dire que ce qui se passe à Gaza est insupportable. On parlait de Gaza depuis 5 minutes et ça ne semblait pas vous convenir. Manuel Bompard est souvent présenté comme le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, mais ce débat montre surtout pourquoi il est devenu l'un des principaux porte-parole de la France insoumise. Tout au long de l'émission, il se retrouve confronté à des questions particulièrement sensibles, l'antisémitisme, le Hamas, la Russie, l'immigration ou encore les accusations de communautarisme visant son mouvement. Sa stratégie est claire. Refuser le terrain choisi par ses interlocuteurs et tenter de ramener chaque échange vers les propositions politiques de son camp. Face aux journalistes, il alterne entre calme apparent et réponse très ferme lorsqu'il estime que certaines accusations sont injustes ou caricaturales. Ce qui marque également dans ce débat, c'est sa capacité à soutenir la ligne de la France insoumise sans prendre ses distances avec les polémiques qui entourent le mouvement. Là où d'autres responsables politiques cherchent parfois à nuancer ou à se démarquer, Manuel Bompard assume généralement la défense du collectif. Que l'on partage ou non ses positions, cette confrontation illustre pourquoi il est aujourd'hui considéré comme l'un des débatteurs les plus redoutés de la gauche française. Et si la colère du peuple français avait enfin un livre? Résistance, le combat pour une nouvelle France décrypte les médias, les élites, la crise sociale et le réveil citoyen. Disponible maintenant à seulement 9,99 € au lieu de 14,99 €. Le lien est en description. L'information spectacle vous fatigue? Reprenez le pouvoir sur votre réflexion. Entre technocratie et colère populaire, notre e-book « La République selon Raymond Aron » offre les clés de lecture que les grands médias oublient. Profitez de l'offre de lancement à 9,99 €. Le savoir est une arme. Lien en description. Si tu aimes les analyses des débats politiques, abonne-toi. Ici, on ne suit pas la foule, on analyse les faits.